Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier talk matinal. Je vais vous parler de réalité augmentée et un peu plus largement de tout ce qu'on peut faire dans le monde du web aujourd'hui pour rendre des expériences encore plus immersives. C'est une API qui est assez récente et on va voir un peu ce qu'elle propose. Alors je me présente, je suis architecte logiciel comme ça a été introduit à S2I à Rennes et je travaille principalement dans toutes les technos web, tout ce qui est dans le navigateur. Alors, le programme de ce petit talk, on va voir d'abord qu'est-ce que le web immersif, de manière assez large, des petits rappels sur des définitions, pour voir un peu les différences entre réalité virtuelle, mixte et augmentée, les termes qu'on connaît et qu'on va passer un peu dans tous les articles. Ensuite, on verra un peu qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les technos du web au niveau réalité augmentée. Et après, petite présentation de cette API-là, de manière un peu plus large, et de voir quelles possibilités elle donne et quelles facilités on va avoir pour créer ces applications-là avec cette API. Et on finira par un petit chapitre sur comment, en tant que développeur et en tant que concepteur d'interface, prendre en compte ces différentes possibilités d'interagir et de donner la main à l'utilisateur pour enrichir un peu ces interfaces et du coup designer, et on parle d'interface progressive, donc prendre en compte un peu tout ça dans les contraintes, on va dire, de design. Alors le web immersif, de manière un peu large, je vais passer rapidement sur quelques définitions pour qu'on soit un peu plus au clair sur tout ça, même s'il y en a certaines que vous connaissez déjà, vous avez sûrement déjà pratiqué. La réalité virtuelle, c'est l'immersion d'une personne avec, généralement ça se passe avec un casque, dans un monde virtuel, mais vraiment généré par ordinateur et complètement immersif. La personne est vraiment coupée du monde réel. Et on va lui proposer tout un tas de possibilités d'interaction. Il y a des commandes qui sont disponibles pour les casques qui sont mis en vente. Mais on est complètement immergé. Le deuxième terme, qui est le terme le plus connu, par exemple ceux qui ont joué avec Pokémon Go l'année dernière ou d'autres expériences qu'on avait avant, c'est le terme de réalité augmentée, où on va retranscrire dans un monde, une vue du monde réel sur un écran physique. Et on va enrichir cette retranscription avec des informations contextuelles, généralement qui sont des informations plus de la 2D affichées pour faire par exemple du positionnement, des applications de tourisme, etc. Et c'est un premier niveau d'enrichissement du retour du monde réel, mais on reste sur de la 2D assez classique. Et normalement, le terme officiel, c'est le terme réalité mixte, c'est de toujours avoir ce retour vidéo du monde réel sur un écran. Donc généralement, ça peut être soit les casques, par exemple le casque de Microsoft ou les téléphones, comme on va le voir dans le démo après, et d'enrichir ce retour réel avec toujours des applications, en tout cas des modèles 3D, ou en tout cas de la 3D générée par ordinateur, mais qui va avoir un lien beaucoup plus fort avec le réel, et on va le voir avec les SDK qu'on va avoir à disposition après. Avoir une connaissance du monde réel, par exemple, positionner, on le verra sur le démo, une table ou une chaise dans le monde réel, et avoir une vraie connaissance de l'environnement 3D vis-à-vis du monde réel, et avoir des interactions et des connexions assez fortes. Donc là, le réel et le virtuel sont encore plus connectés, et l'utilisateur a la possibilité d'interagir et de manipuler ces objets-là. Et donc, généralement, c'est le terme de réalité mixte. Dans les usages, on parle tout le temps, on va le voir après, de réalité augmentée, mais le terme officiel, c'est un peu ça. Et au niveau de ces trois réalités-là, c'est vrai que on le verra dans le dernier chapitre, il y a l'utilisation de devices qui peuvent être différents, soit un casque pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée aussi, et puis la réalité mixte, généralement, ça va être des retours de téléphone ou de tablette. Donc ça, c'est à bien prendre en compte. Et du coup, le web immersif, de manière un peu large, c'est l'idée de prendre en compte avec des API web, ou en tout cas celles qu'on va voir après, la possibilité de fournir une application, ou en tout cas une expérience pour votre utilisateur qui sera la même, que ce soit sur un monde virtuel ou un mode augmenté ou mixte, et de proposer donc éventuellement la même expérience, ou en tout cas une expérience qui s'adapte suivant le contexte, mais tirer parti de la force du web qu'on verra après derrière. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dès à présent si on veut commencer maintenant sans trop avoir de dépendance sur des API qui sont en avance ou qui sont en cours de spécification? D'abord, la réalité augmentée aujourd'hui, on l'a tous éventuellement un peu pratiqué des fois, si vous avez joué à Pokémon Go par exemple. Il y a
un parc de téléphones et de tablettes qui est à disposition maintenant, qui supporte la réalité augmentée et qui est vraiment assez large et qui, du coup, va être un premier vecteur un premier canal de communication de vos applications et qui va nous enlever un frein pour l'adoption de ces expériences-là. Bah, le fait que ces téléphones-là ou ces tablettes, ils aient un navigateur web intégré, là, pareil, on a un deuxième frein qui saute et ça va nous permettre de fournir plus rapidement ces expériences-là. Et puis, on va le voir après, le web, c'est quand même la plateforme la plus ouverte pour proposer des applications sans avoir passé par un store et installer une application X ou Y. On le sait que quand on fournit une application, ou en tout cas on veut fournir quelque chose à un utilisateur final, plus vous mettez de barrières ou de freins, plus vous avez de chances de perdre des utilisateurs. Et généralement, c'est 10 à 20% de personnes que vous perdez à chaque fois que vous lui rajoutez une étape à l'accueil ou pour accéder à votre application derrière. Alors, la réalité augmentée, qu'est-ce que ça va vous permettre en tant que développeur ou concepteur d'applications ou de sites web, ou même une page web toute simple? Le fait de rajouter ce genre d'expérience, ça va vous donner la possibilité de créer un peu plus d'engagement pour votre utilisateur. Il va se sentir un peu plus impliqué dans le site ou dans la page qu'il va regarder. Par exemple, une page Wikipédia, il va pouvoir un peu plus concrètement avoir des informations sur le produit, sur ce qu'il est en train de regarder. On peut créer de l'empathie aussi et de l'interaction avec l'utilisateur. En tout cas, de l'interaction avec le produit, par exemple, qui va lui permettre de voir un peu plus concrètement qu'est-ce qu'il éventuellement va acheter ou qu'est-ce qu'il va manipuler un peu derrière. Et on le verra dans les démos, c'est assez parlant. Et dans les domaines où la réalité augmentée dans le web va permettre de faire des choses assez intéressantes, il y a le domaine du e-commerce, par exemple, où vous allez proposer à votre utilisateur de tester éventuellement. Là, la première capture, c'est l'application de Ikea qui permet de placer en live chez vous votre canapé ou votre future chaise que vous allez acheter chez eux. Et vous allez pouvoir concevoir éventuellement votre nouveau salon de manière assez dynamique et d'avoir un retour live, visuel, sur ce que ça pourrait donner chez vous, sans forcément se dire les couleurs ça pourrait peut-être le faire, etc. Donc ça c'est toujours pareil, une possibilité en plus d'impliquer l'utilisateur et du coup de faciliter l'expérience d'achat par exemple. Il y a le domaine éducatif aussi, on va pouvoir voir que impliquer les gens dans des expériences, là par exemple c'est l'affichage de planètes, etc., c'est toujours plus enrichissant pour l'aspect apprentissage. Et puis, il y a logiquement le domaine du divertissement, où des petits jeux en réalité augmentée, où on va pouvoir interagir avec le monde réel, etc. Il y a pas mal d'expériences qui permettent de faire des jeux assez fun. Alors, la première possibilité actuellement, et ça existait déjà dans d'autres domaines il y a quelques années, quand on faisait du Flash, avec ces fameux plugins, c'est de se baser sur un marqueur physique. Donc, il y a une librairie qui existe dans le monde open source qui s'appelle ARJS, qui est développé par un Français qui s'appelle Jérôme Etienne, qui marche assez bien, qui est basé sur des techno-web. Donc là, c'est un moteur de rendu 3D qui s'appelle 3JS, plus un moteur d'analyse d'images et de reconnaissance de marqueurs et de positionnement qui s'appelle JS AR Toolkit, qui est un portage JavaScript. Et en se basant sur des technos standards du web, le WebGL et le WebRTC pour la capture du retour caméra, vous allez pouvoir créer une première expérience en réalité augmentée. Alors la grosse contrainte, c'est que vous êtes dépendant d'un marqueur physique réel, donc vous devez demander à votre utilisateur d'imprimer sur un support papier, ou d'afficher le marqueur sur un autre téléphone, par exemple, ou sur une tablette, pour pouvoir profiter de cette expérience-là. Et on en verra une autre après dans la démo. Mais bon, ça permet de tester, de faire un premier éventuellement un prototypage assez rapide, sans trop de contraintes derrière. Alors dans la petite démo que je vais vous montrer après derrière, je me suis amusé à recréer l'application d'IKEA pour replacer des chaises ou des canapés dans le monde réel. Donc là, j'ai repris la stack avec ARJS et puis l'AR Toolkit JavaScript. Donc qui va se baser sur la caméra du téléphone et puis sur un marqueur physique derrière. Et puis j'ai rajouté, pour simplifier un peu le développement, un moteur de rendu 3D qui s'appelle A-Frame, que j'avais présenté l'année dernière sur l'API WebVR, qui permet de faire des expériences en réalité virtuelle. Et donc, en utilisant un peu tout ça, on va pouvoir voir qu'en quelques lignes de code, on arrive à faire des trucs assez sympas.
Donc là, je suis sur un retour vidéo, et on voit qu'en passant le marqueur sur le sol, j'arrive à afficher une petite chaise de manière assez simple, et de pouvoir switcher, de changer de produit, de voir un peu ce que ça donne dans le monde réel. Bon, il y a une dépendance avec le marqueur, et on peut afficher des choses assez sympas après derrière, on verra dans les autres démos, que ce soit des chaises ou des petites animations. J'ai pas fait l'exemple dans la vidéo là, mais la grosse contrainte, c'est que si vous déplacez le téléphone et que le marqueur sort du champ de vision, le modèle 3D va décrocher et va rester un peu en l'air. Mais ça permet de faire un premier prototypage et d'avoir un truc assez sympa rapidement. Vous vous doutez bien que du coup, si on enlève cette dépendance au marqueur, on va pouvoir faire des choses encore plus simples et encore plus immersives ou encore plus accessibles à l'utilisateur final. Et donc l'année dernière, en milieu d'année, il y a Google et Apple qui ont sorti 2 SDK natifs, donc, qui s'appellent ARKit pour Apple et ARCore pour Google, qui permettent de tirer parti un peu de tous les algorithmes de reconnaissance d'images assez récentes et de récupération des datas du téléphone, par exemple sur le gyroscope, l'accéléromètre, etc., pour arriver à détecter et à faire détecter le monde réel, les surfaces, on va voir tout ce qu'ils proposent derrière, pour proposer ces expériences en réalité augmentée de manière assez native et sans le frein du marqueur qu'on a à mettre dans le monde réel. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'ils proposent ces 2 SDK-là? Ils proposent principalement de faire du tracking de votre téléphone, donc savoir où est-ce que vous êtes placé au moment où vous démarrez votre expérience et dans le pseudo-monde virtuel dans lequel il va se déplacer par rapport au monde réel. Il va vous faire la détection de surface, donc horizontale, verticale, et il va vous faire une estimation de lumière. Donc vous allez pouvoir voir, il y a des démos assez bluffantes d'un modèle 3D où la personne éteint la lumière dans la pièce et on voit que le modèle 3D s'adapte en fonction du contexte, on va dire, réel. Et puis dans les dernières versions, il propose la détection d'images et d'objets aussi. Donc c'est assez bluffant comme démo. Et donc du coup, à la suite de ça, il y a des gens de chez Google et Mozilla qui ont commencé à enrichir des WebView, donc en proposant deux pseudo-browsers pour faire du dev ou du prototypage qui s'appelle WebAR en ARKit et WebAR en ARCore, qui sont basés sur ces 2 SDK natifs et qui enrichissent la WebView dans laquelle vous allez ouvrir votre page web avec des API. Donc ils ont fait les passe-plats de toutes les API natives des 2 SDK dans des API web. Ça reste du prototypage de l'essai, mais en tout cas, c'était une première moyen de tester ces 2 SDK-là avec de la techno web. Et Mozilla, en plus, a lancé en début d'année aussi une application iOS donc, pour permettre de tester un peu plus facilement ces expériences-là sans forcément installer et compiler les applications de dev. Donc, pour commencer à tester un peu ces expériences-là derrière. Donc, à la suite de ça, il y a tout un tas de librairies qui ont commencé à se baser un peu là-dessus. Donc il y en a une qui est proposée par Google, il y en a une autre qui est proposée par Mozilla aussi, qui donc là par exemple est un wrapper autour de Three.js, donc le moteur de 3D que certains connaissent et qui est assez connu dans le monde du web, qui va vous permettre de vous brancher un peu sur ces API-là qui sont exposés par les WebView et de faire le passe-plat, la connexion et de proposer et de créer assez rapidement des applications en réalité augmentée. Donc il vous propose la même chose que les SDK natifs, du tracking de mouvement, le rendu au travers de la caméra, et puis la compréhension entre le monde réel et le monde 3D dans lequel vous allez afficher votre modèle. J'ai du coup refait la même démo avec cette stack-là. Donc on a toujours la caméra, le retour vidéo. Il y a donc là la démo je l'ai faite sur un iPhone, donc c'est ARKit qui était dans le WebXR Viewer. Après là-dessus, il y a Three.js qui allait se brancher sur ces API natives. Et après, j'avais branché, donc il y a un autre connecteur qui s'appelle frame-ar qui va faire encore le lien entre toutes ces couches-là. Et qui va nous permettre, sur à peu près la même stack de code qu'on avait dans la démo précédente, de refaire à peu près la même chose. Et normalement, on a déjà quelque chose qui est un peu moins dépendant d'un marqueur physique. Et donc là, sur la démo, on voit qu'on arrive à... là, j'ai fait les rendus les quadrillages, c'était le rendu des surfaces qui sont détectées par le framework, le SDK, et qui vous permettent de détecter un peu qu'est-ce que vous avez à disposition. Et après, vous pouvez afficher un modèle 3D, là, le même qu'on avait tout à l'heure, sans forcément avoir le marqueur physique derrière. Et déjà, on lève un premier frein, et on a des choses qui marchent assez bien avec ce fonctionnement-là. Là, on a un gros frein, par contre, c'est qu'on a encore
dépendance à des applications natives, etc., ou en tout cas des SDK, et on le verra un peu pour la deuxième API, mais en tout cas, on a un premier frein en moins, c'est qu'on n'a plus de marqueur physique à poser dans le monde réel. Et du coup, ensuite, à la suite de ça, on va le voir dans l'intro, il y a cette nouvelle API WebXR qui est née et qui va nous permettre de faire ces expériences-là de manière un peu plus simple. Alors, l'historique de cette API-là, c'est qu'auparavant, il y a 2-3 ans, il y a la WebVR API qui est née et qui a été intégrée petit à petit, qui était toujours en Work in Progress API dans certains navigateurs, et qui permettait de créer des applications en réalité virtuelle, donc en ayant la connexion entre votre modèle 3D par exemple, ou votre scène 3D, et puis l'affichage éventuellement dans les deux écrans de vos casques de réalité virtuelle par exemple. Cette API-là permettait de faire le lien et le branchement, et en tout cas l'affichage de manière assez simple. Donc ça incluait la gestion des capteurs dans le téléphone ou dans les casques, etc. Entre-temps, il y a les 2 big players qu'on a vus auparavant qui sont arrivés en milieu d'année dernière et qui ont proposé de manière assez simple de créer ces applications en réalité augmentée. Donc là, c'était en mode natif, mais en tout cas, ils sont arrivés, ils ont bousculé un peu le secteur. Et puis entre-temps, au niveau du développement web, ceux qui faisaient des applications en WebVR, ils se disaient c'est quand même assez compliqué parce qu'on va devoir gérer des casques, éventuellement des téléphones qui sont intégrés dans des casques. Est-ce que mon application, si je l'utilise sur un desktop, quelle API je vais gérer, comment ça va se passer? Et puis pareil, dans l'accès avec des téléphones 2D tout simples. On a une diversité de devices qui étaient à gérer. Pour essayer de proposer plus ou moins la même expérience, c'était assez compliqué. Et puis du coup, il y avait aussi l'intérêt de la plateforme web, qu'on connaît tous, qui est la plateforme la plus ouverte, qui est le meilleur moyen pour les développeurs de s'ouvrir à un parc de téléphones ou de devices qui est assez large. Et on le sait tous aussi, c'est pour que des technologies ou des applications soient utilisées de manière massive, il faut qu'il y ait le moins de freins possible à l'utilisation et à l'accession de ces applications. Et en utilisant le web et en enlevant la barrière éventuellement un store, des applications natives, etc., on a la possibilité d'ouvrir un peu plus rapidement et que les expériences en réalité augmentée soient utilisées par des artistes ou par des développeurs, par des entreprises, etc. derrière. Et du coup, le WebVR Community Group qui s'occupait de gérer l'avancée de la spec WebVR, donc qui était déjà en version 1.1 l'année dernière, s'est dit du coup il faut qu'on ouvre un peu les vannes et qu'on se dise il faut qu'on gère aussi ces expériences en réalité augmentée. Donc ils ont renommé l'API en WebXR Device API, et puis ils ont renommé le groupe aussi de travail en Immersive Web Community Group. Donc c'est un groupe qui contient tous les gros éditeurs de navigateurs web, que ce soit Google, Apple ou Mozilla pour Firefox, et d'autres entreprises. Il y a Samsung aussi avec leur browser intégré. Donc c'est quelque chose qui du coup va avancer dans le temps. Alors concrètement, qu'est-ce que cette API contient? Alors d'abord, il y a un premier frein, mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait, c'est qu'elle n'est pas rétro-compatible avec les expériences précédentes en WebVR. Mais le portage est assez facilement réalisable. Les API sont assez propres et assez bien branchées, qui vous permettent de porter assez rapidement votre ancienne application. Ça va gérer plus de devices qu'auparavant. Et puis on va pouvoir supporter dans la même API les applications en AR et en VR. Donc ça c'est un intérêt fort. Et puis elle est logiquement un peu plus rapide, ils l'ont réécrite, ils ont essayé d'optimiser un peu les choses. Et on a des perfs qui sont un peu meilleurs qu'auparavant. Le but de cette API-là, donc c'est en tant que développeur, c'est de vous donner la possibilité de détecter sur quel device vous êtes en train de tourner au niveau de votre application. Une fois que vous avez récupéré le device, de savoir quelles sont ses possibilités, est-ce que je peux faire que de la VR ou est-ce que je peux faire de l'AR aussi. Et après, d'avoir les informations sur le positionnement du téléphone dans le monde virtuel, et comment la personne se déplace, l'orientation, etc. derrière. Et ensuite, en récupérant toutes ces infos-là, de synchroniser votre modèle 3D avec ce qui se passe, ou en tout cas l'interaction du téléphone derrière. Alors les specs, je vous ai mis le lien dans les slides, sont en cours de draft. Vous pouvez les lire si vous êtes intéressé à voir un peu tout ça en détail. Il y a des propositions qui sont faites, qui sont en discussion ou en prototypage par exemple Google pour les 2 premières, et puis les autres sont en cours de discussion sur le GitHub de l'API.
On va voir la première aujourd'hui, mais l'idée c'est de proposer des API qui permettent de faire des choses assez intéressantes et assez rapidement, et de voir un peu les retours des développeurs sur comment ça s'intègre et comment est-ce que ça marche bien vis-à-vis de tout ce qu'ils ont besoin de faire derrière. Il y a également un polyfill qui est disponible pour éventuellement faire un fallback sur l'application, éventuellement si vous aviez un device qui supporterait peut-être un peu moins l'ensemble des API. Bon, elle gère que la partie réalité virtuelle pour l'instant, et il y a logiquement, au bout d'un moment, on a une dépendance à un device physique. Il faut quand même que le téléphone sur lequel vous tournez, le casque, soit vraiment un vrai casque de VR, mais bon, ça permet de faire du prototypage assez rapide. Le cycle de vie, si vous devez concevoir votre application en réalité augmentée, avec cette API-là, c'est logiquement, on va détecter le device, on va récupérer ses fonctionnalités, et une fois qu'on a récupéré tout ça, on va commencer une session. On va dire, j'ai quelque chose à afficher, remets un peu toutes ces infos-là, suivant le contexte, et après démarrer une boucle de rendu, un peu comme on fait de la 3D, hein, classiquement. À chaque frame, on va redessiner ce qu'on a affiché derrière, et puis on peut terminer la session dans la foulée. Alors au niveau du code, pas facilement lisible ici là, sur l'écran, mais en gros, vous regardez sur les slides, on a une API pour donc requêter le device et récupérer les infos sur ce device-là. Ensuite, vous pouvez lancer le mode de détecter, est-ce que sur ce device-là, par exemple, là, je vais demander donne-moi la main sur l'entièreté du device sur lequel je suis branché. Donc il parle dans l'API de deux modes, un mode exclusif, un mode non exclusif. Dans le mode exclusif, on va avoir accès aux informations de tracking, plus la synchro avec l'écran et l'affichage en temps réel. Alors le mode non exclusif, lui va juste vous permettre de récupérer les infos sur le tracking. Mais ça vous permet de faire un autre type d'expérience aussi. Et donc une fois que vous avez le support qui est bien fait sur votre device, vous pouvez commencer à démarrer votre session. Donc vous lui redemandez une session, vous lui donnez un contexte, je ne rentre pas à fond dans les détails, et là c'est de la 3D, on va lui donner un canevas WebGL, on va lui dire tu vas réaliser la synchro et l'affichage, ça va être fait à cet endroit-là, au niveau web. Et après, on va pouvoir commencer à faire la session. Donc là, au niveau du branchement un peu plus approfondi, vous allez récupérer au démarrage de votre session une frame de référence qui va contenir les coordonnées de votre téléphone au niveau positionnement et puis orientation, une matrice de positionnement. Et à la suite de ça, à chaque frame, vous allez pouvoir faire le positionnement par rapport à cette référence pour savoir par rapport où vous avez commencé, où est-ce que vous êtes déplacé et comment synchroniser un peu votre modèle avec tout ça. Et après, au niveau du rendu, à chaque frame, vous allez récupérer la position, l'endroit où vous êtes, et puis resynchroniser et refaire le rendu en live. Donc c'est le même type d'API, le Request Animation Frame, que vous avez en web pour faire de l'affichage en synchro avec la fréquence d'affichage de votre écran. Et après, là par exemple, pour notre exemple un peu plus concret sur la réalité augmentée, je veux afficher des ancrages, ou en tout cas récupérer des infos du monde virtuel et puis afficher mon modèle en fonction de ça. Vous pouvez utiliser l'API qui s'appelle le Request It Test. Vous allez donner le point d'origine, donc c'est le point de démarrage de votre clic sur votre écran par exemple. Lui donner une direction, lui dire par rapport à l'orientation du téléphone, ça va se propager comme ça. Et puis lui, il va vous dire, est-ce que par rapport à l'environnement réel, qu'est-ce que j'ai réussi à détecter, donc par exemple une surface plane, horizontale ou verticale, etc. derrière. Et il va vous redonner sur chaque interaction la coordonnée du point et puis éventuellement l'orientation aussi. Et donc à la suite de ça, si vous avez des interactions qui sont disponibles, vous pouvez remettre en place votre modèle derrière sans problème. Alors on le voit que cette contrainte, cette interaction, en tout cas cette dépendance au monde réel, l'API, elle est dépendante des deux SDK qu'on a vus auparavant, donc Web ARKit et AirCore. Donc pour le portage de Google dans Chrome, on va le voir après, ils ont porté AirCore, en tout cas le branchement au SDK natif dans le navigateur, et ce sera pareil, je pense, pour Firefox et pour WebKit aussi, pour Apple. Il faudra qu'ils branchent un peu la dépendance à AirKit et AirCore aussi derrière. Et on peut logiquement terminer une session si vous voulez fermer la prévisu éventuellement derrière. Alors, comment on peut, dès aujourd'hui, commencer à jouer avec cette API-là de manière assez simple? Il faut d'abord installer Google Chrome Canary, donc qui, en activant des flags, qui va vous permettre de commencer à prototyper sur cette API-là et pas en passant par des
des hacks de WebView comme on a vu auparavant avec les deux pseudo-browsers qui étaient proposés par Google et Mozilla. Là, on est dans un vrai browser qui peut être utilisé au quotidien. Et donc là, la démo, j'ai refait le même exemple qu'auparavant, en essayant d'enlever encore un peu plus les stacks. Donc là, on a juste la device, la caméra physique. On a le AirCore, donc là j'ai fait tourner ça sur Android par rapport à la dépendance à AirCore. Et après, j'ai utilisé juste le moteur 3JS pour afficher mon modèle et puis me rebrancher par rapport à toutes les infos que je récupérais en version 3D derrière. Et donc on voit que là, au début de la session, il faut que par rapport au SDK, vous vous déplaciez un peu dans l'environnement pour qu'il arrive à détecter des choses. Et puis alors là, c'était un sol, mais ça peut être un mur, etc. derrière. Et ensuite, une fois qu'on arrive à tout ça, on arrive à positionner notre modèle dans le monde réel et puis à se déplacer et à synchroniser l'affichage. Et on voit que le modèle ne bouge pas et qu'on arrive à se déplacer autour de manière assez rapide, et tout en synchro et qu'avec des techno web. Là, on a l'affichage d'un modèle 3D sur un rendu 2D d'une caméra derrière. Et pareil, vous pouvez réafficher un petit modèle, un petit Stormtrooper qui danse. Et là, on voit qu'en se déplaçant derrière, on arrive vraiment à garder le modèle qui bouge, qui reste vraiment bien ancré là où il devait être au début, et à afficher, et à faire toute la synchro derrière. Donc, au niveau de cet affichage-là, ou en tout cas de ces expériences-là que vous allez concevoir, le design est assez important parce que vous allez avoir une expérience, ou en tout cas une application web qui ne va pas être utilisée de la même manière suivant le device sur lequel vous allez tourner. Et au niveau de l'interaction, c'est quand même assez important. Donc là, je vous ai mis le lien vers un article de Mozilla qui explique qu'en gros, le challenge maintenant, ça va être avec ces API-là au niveau web. Alors c'était déjà un peu le cas avec les applications WebVR, mais là c'est encore plus le cas avec la réalité augmentée parce qu'on a un troisième, on va dire, médium à gérer. C'est suivant le contexte, suivant le device, il va falloir adapter l'interface et la manière d'interagir avec Mode Model pour on va dire proposer une interface progressive qui va s'adapter suivant le contexte. Et donc là, l'exemple dans l'article, Mozilla explique très bien. Prends l'exemple d'un magasin en ligne. Je vais proposer mon produit en mode, on va dire, visionneuse un peu classique, 360 degrés, sur un écran plat ou sur un desktop, sur un ordinateur un peu classique. Donc, premier niveau d'interaction, on reste quand même sur un écran 2D, sur un rendu 2D. C'est de la 3D, mais c'est dans un rendu 2D derrière. Si le même magasin est accessible et utilisé par un casque de réalité virtuelle, bah, la personne elle va pouvoir être immergée dans un monde un peu plus virtuel et puis voir le produit en situation, pouvoir interagir avec donc, les télécommandes qui sont fournies par ces casques-là pour interagir avec le produit, avoir des informations, changer la couleur, faire la configuration éventuellement. Et donc là, pareil, autre interface à proposer et à gérer. Et puis éventuellement, le troisième niveau, c'est bien entendu de se dire, bah, là j'ai un téléphone qui est compatible avec de la réalité augmentée, je vais peut-être lui proposer de voir le produit en réalité augmentée derrière. Et donc, comment je vais pouvoir adapter mon interface et mon interaction de l'utilisateur avec cette contrainte-là derrière pour qu'il puisse, voilà, par exemple, comme dans la démo auparavant, aller positionner le produit éventuellement sur une table et puis interagir avec, le configurer. Donc là, ça peut être un produit, mais ça peut être sur une application pour un musée, par exemple, aller afficher la statue éventuellement qu'il veut aller voir, etc. derrière dans son salon, sur sa table de salon, et puis d'éventuellement de la faire tourner, de la regarder de manière un peu plus, on va dire, pratiquement réelle. Hein. C'est comme s'il avait la statue dans son salon, sur sa table de salon, mais voilà, c'est un peu plus immersif, on va dire. Donc ça, c'est un premier problème assez important. En plus du développement et du code de l'application, bah, c'est tout ce qu'il y a autour derrière pour proposer une interface, ou en tout cas une manière d'interagir de manière assez rapide derrière. L'autre niveau, je vous ai mis un autre pointeur vers des guidelines sur le design d'applications en réalité augmentée. Là, pareil, il y a des grosses contraintes à prendre en compte. Par exemple, avoir connaissance du fait que la personne va éventuellement bouger son téléphone, donc les retours visuels doivent tenir compte de ça, faire en sorte que l'expérience soit la plus fluide possible, que ce soit le rendu 3D ou autre chose derrière, pour que la personne n'ait pas
le fameux motion sickness là, en WebVR ou autre, et que les retours d'informations soient aussi dépendants, et de savoir que voilà, ça va être une expérience en réalité augmentée, donc il faut peut-être que les retours soient faits avec des informations en 3D et pas juste de la 2D, etc. derrière, pour que la personne soit la plus immergée possible et qu'il y ait moins de freins et que l'expérience soit la plus intéressante possible. Je vous ai mis des pointeurs vers des sources d'inspiration aussi là sur. Le premier c'est le Google AR Experiments, donc c'est tous les démos qu'ils arrivent à faire avec soit les SDK natifs ou autres, des trucs assez bluffants, que ce soit assez artistique ou autre derrière. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir des démos assez sympas. Et les deux autres sont des démos, des sites dédiés au framework, donc ARCore et ARKit. Permettre de voir des petits exemples sur ce qu'on peut faire en natif aussi avec ces frameworks-là. Il y a la petite démo à droite là vous pouvez afficher une Tesla dans votre jardin pour voir un peu en vrai qu'est-ce que ça donne une vraie Tesla au niveau taille et puis options après derrière. J'ai mis un pointeur aussi vers un CodeLab de Google pour spécifiquement le dédier au code et à cette API-là. Si vous voulez prendre en main assez rapidement l'API sans forcément vous lire toute la spec et puis avoir des contraintes ou des petits blocages, vous suivez le pas à pas, il est assez bien fait et vous permet d'afficher un peu dans le même exemple un modèle 3D avec de l'ombre, etc. et de gérer avec cette API-là et de commencer à interagir et de construire des applications avec cette API-là assez rapidement. Si vous voulez avoir plus de news sur le domaine, je vous invite à suivre ces personnes-là. Dans la communauté web, il y aura 3 personnes de chez Google, il y en a un de chez Mozilla et d'autres de chez Samsung, qui sont des ingénieurs qui bossent sur cette API-là, par exemple chez Google ou chez Mozilla, et qui proposent tout un tas de news un peu là-dessus. Donc n'hésitez pas à les suivre. Si vous préférez le mode mail un peu classique, il y a une newsletter qui a été proposée par Jordan Santel, qui est une newsletter. Donc, toutes les semaines, vous allez voir des news. Alors, c'est pas que dédié au WebXR, c'est vraiment assez large. C'est sur tout ce qui est le monde immersif, le fameux immersive web derrière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des news. Et je finirai le talk par une citation de Ivan Sutherland. Ceux qui connaissent, c'est on appelle le père du computer graphics, qui lui déjà il y a une dizaine, voire 30-40 ans, avait déjà commencé à imaginer ces fameux casques immersifs. Il a fait des prototypes avec des lentilles, etc. derrière, donc c'était assez avancé pour l'époque. Et il a travaillé sur pas mal de choses au niveau du rendu 3D après derrière dans les ordinateurs. Lui, il parle des écrans comme des fenêtres sur un pseudo-monde virtuel éventuellement sur lequel on va interagir. Et nous, le challenge en tant que développeur web, on l'a vu un peu depuis le début de ce talk, c'est en proposant ces expériences-là, avec ces API-là, de proposer une expérience qui soit, et ce monde virtuel-là, qui soit le plus réel possible, qu'on puisse interagir de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus fluide possible, et que ça ait l'air le plus réel possible pour l'utilisateur final. Je vous ai mis des pointeurs sur des articles après dans les slides, je les enverrai sur Twitter après sur des articles qui sont assez intéressants sur le sujet. Il y a aussi des présentations aussi, si vous préférez le mode slide. Et puis des petites vidéos aussi donc là il y a des vidéos sur la Google I.O. de cette année, il y a d'autres talks un peu plus larges aussi, sur d'autres conférences sur le sujet, soit la WebXR, soit l'AR dans le web de manière un peu large. Donc si vous voulez regarder ces vidéos-là aussi pour avoir des infos, n'hésitez pas à aller voir ces pointeurs-là. Et puis c'est tout pour moi. Merci pour votre attention.